En manchette cette semaine, les travaux de sécurisation de l'autoroute 50 débuteront ce printemps. C'est le mois de la prévention des incendies à Gatineau. La DPJ dévoile son bilan annuel et 50 radars pédagogiques seront installés à travers la ville. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Bien qu'annoncé depuis quelque temps, le ministère des Transports a officialisé lundi matin que les travaux de sécurisation de l'autoroute 50 commenceront dès le printemps prochain. Pour ce faire, le projet a été retiré de la directive des grands travaux. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, était à l'Ange Gardien lundi dernier pour en faire l'annonce officielle. Je peux vous annoncer aujourd'hui que la portion de l'Ange Gardien-Gatineau, la portion de 7 km, donc, sera retirée de la directive des grands travaux. Ce que ça veut dire, c'est que nous allons débuter les travaux rapidement, dès l'été prochain. Le député de Papineau et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, était également présent. Il a rappelé l'importance qu'il faut accorder à la prudence lorsqu'on emprunte cette route. De plus, les mesures appliquées par le ministère des Transports et la police ont porté fruit. On l'écoute. Vous avez eu l'occasion de le voir, peut-être deux choses. Il y a eu évidemment une présence accrue des policiers sur l'autoroute 50 et visiblement, ça donne des résultats. Ou disons, visiblement, c'est le bienvenu parce qu'il y a beaucoup de constats qui ont été donnés. Donc, c'est la preuve qu'il faut tous et chacun, lorsqu'on prend le volant sur l'autoroute 50, être prudent et respecter les règles de sécurité. Et je suis heureux aussi de vous confirmer que le ministère des Transports du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec travaillent présentement pour réaliser des actions de sensibilisation. Donc, la campagne de sensibilisation dont je vous ai parlé, ça ira aussi de l'avant. Il a également rappelé son engagement électoral et, au passage, a écorché le gouvernement libéral des dernières années. Encore une fois, Mathieu Lacombe. Je vous avais dit pendant la dernière campagne électorale que je voulais être le champion de l'autoroute 50. C'est un dossier qui a assez duré, c'est un dossier qui a traîné. Moi, je dis souvent, c'est un peu le symbole de l'immobilisme libéral qu'on a connu ici dans la région pendant tellement d'années. Vous pouvez être certain et certaine que ce dossier-là, j'en fais mention à chaque fois que ça doit être fait et qu'on a un excellent travail de collaboration avec M. Bonnardel et le ministère des Transports du Québec. Donc, de son côté, le maire de l'Ange Gardien, Marc-Louis XVI, était très heureux, compte tenu des récents ajouts à sa municipalité, que les travaux commencent rapidement. On l'écoute. Que ce soit les nouveaux projets qu'on a annoncés la semaine dernière, l'avenue d'une nouvelle école aussi. Donc, il y a comme un bouillonnement d'intérêt pour la municipalité aussi de l'Ange Gardien. Donc, ça se développe vite. Puis, c'est important d'avoir un réseau de transport sécuritaire. C'est le mois de la prévention des incendies à Gatineau. Sous le thème « Le premier responsable, c'est toi », le service des incendies de la ville de Gatineau a organisé une campagne de sensibilisation qui part des tout-petits jusqu'aux plus grands. Nous avons rencontré Louis-Georges Gaulin, préventionniste, qui nous parle de l'importance de rappeler les conseils d'usage à chaque année. Pour s'assurer que les gens sont en sécurité. En fait, si on regarde le mois de prévention ou encore la semaine de prévention, le message principal demeure de s'autoprotéger. Ce que j'entends par s'autoprotéger, on parle d'avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone, pour s'assurer que si jamais il y avait une problématique, on est avisé immédiatement et on peut sortir, évacuer les lieux en toute sécurité. Commencer l'éducation à la prévention des incendies tôt en âge permet que le message passe autant chez l'enfant que chez les plus grands. Les tout-petits peuvent être d'une aide plus pratique que l'on pense. Oui, bien parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Donc, on veut leur faire prendre conscience du danger le plus rapidement possible. On veut leur faire prendre des bonnes habitudes également. Et on a remarqué avec les années que quand on passe un message à un enfant, généralement, quand il revient à la maison, il passe également le message à l'adulte. M. Gaulin nous rappelle que certains petits gestes, comme changer la pile du détecteur de fumée 2 fois par année, est très important. Lors des tournées annuelles, un grand nombre d'habitations ne sont pas équipées de détecteurs fonctionnels pour toutes sortes de raisons. Le pourcentage varie bon an mal an, mais demeure élevé. Voici donc ses recommandations de base.
Des avertisseurs de fumée non fonctionnels, qui manquent la pile, que la pile a été renversée, etc., il y en a un grand pourcentage. Je n'ai pas le pourcentage le plus à jour présentement, mais on parle de 30 à 50 dépendamment des années. Oui, c'est quand même énorme, donc c'est hyper important et c'est pour ça qu'année après année, on répète notre message. La base, c'est l'avertisseur de fumée, l'avertisseur de monoxyde de carbone, changer la pile quand on change l'heure, 2 fois par année. De cette façon-là, on s'assure d'être en sécurité. La Direction de la protection de la jeunesse a 40 ans cette année. Depuis plusieurs années, les directeurs de chaque région du Québec font simultanément leur bilan respectif. Écoutons Colette Nadeau, directrice de la protection de la jeunesse au CIS de l'Outaouais, nous parler de l'objectif de ces bilans annuels. Nous voulons cette année sensibiliser la population au chemin parcouru depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la jeunesse il y a 40 ans. Aujourd'hui, partout au Québec, les DPJ prennent la parole simultanément en conférence de presse pour tracer le portrait actuel des enfants en besoin de protection et des jeunes qui contreviennent à la loi. On note cette année une hausse des signalements de 7,4 % en Outaouais. Ces signalements proviennent de partout. Colette Nadeau nous dresse le portrait de qui signale les cas où la DPJ pourrait intervenir. Les personnes qui signalent le plus, c'est toujours les intervenants, les organismes de toutes sortes, les intervenants de toutes sortes d'organismes. On a également les policiers, le milieu scolaire, la famille signale relativement au même nombre que les policiers et que les écoles. Donc, c'est tous ces gens-là qui signalent, mais le plus, c'est les intervenants et les organismes des différents milieux. La pénurie de main-d'œuvre frappe également la DPJ. La difficulté de recruter des candidats est très marquée. Il manque une vingtaine d'intervenants actuellement pour combler tous les besoins. Madame Nadeau nous fait mention de la pénurie de personnel au niveau de son service. Partout dans le domaine des services sociaux, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis le fait que le travail en protection de la jeunesse est plus exigeant, plus stressant, malgré le support qu'on leur offre, ça peut faire peur, comme je disais tout à l'heure, aux nouveaux intervenants qui arrivent. Moi, je veux les rassurer parce qu'on est une super belle équipe. On les supporte de façon importante au plan clinique. Les gens travaillent en équipe. C'est vraiment beau à voir l'esprit d'équipe qu'il y a en protection de la jeunesse. Mais c'est un travail qui est mal reconnu, mal jugé. Et comme je disais, qui peut faire peur, des fois, aux intervenants. La Ville de Gatineau tient à améliorer son bilan routier. C'est pourquoi elle a procédé à l'achat de 50 nouveaux radars pédagogiques afin de les installer dans des zones jugées problématiques. C'est la conseillère et présidente de la Commission sur les transports, les déplacements et la sécurité, Audrey Bureau, qui en a fait l'annonce en conférence de presse mercredi. La Ville a à cœur la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes, comme vous le savez. Elle encourage les citoyens au respect des limites de vitesse pour assurer la sécurité de tous. Les radars pédagogiques visent essentiellement à améliorer la sécurité routière. Ils permettent de sensibiliser les conducteurs à la vitesse à laquelle ils circulent. Ils permettent de valoriser le respect des limites de vitesse dans l'affichage d'un message dynamique adapté à la vitesse pratiquée. Ils améliorent la sécurité routière par la diminution de la vitesse, l'une des causes principales d'accidents. Cédric Tessier, conseiller du district de All-Right, nous rappelait que ces radars sont déjà présents depuis 2016. Au total, c'est donc 68 appareils qui observeront les rues. De plus, ces nouveaux modèles peuvent cumuler des statistiques comme l'achalandage et la vitesse. On l'écoute à ce sujet. Des radars, on en a depuis 2016, depuis décembre 2016. Présentement, il y en a 18 installés un peu partout à Gatineau, un dans chaque district électoral. Qui ont permis déjà de faire, d'avoir le constat qu'il y a en effet un effet sur la vitesse dans les rues visées. André East, agente relationniste au service de police de la Ville de Gatineau, nous a mentionné comment cette mesure, jumelée à celle déjà présente, peuvent aider les policiers dans leur travail. Bien, ça va être comme tout autre type de statistique. À ce moment, comme Mme Bureau le dit, on va se fier, oui, au constat d'infraction, on va se fier aux plaintes 3-1 des citoyens, parce que, oui, la voix des citoyens elle a un impact. Ça nous aide à planifier et à choisir les endroits qu'on va déterminer pour les radars pédagogiques. On a les infrastructures qui nous aident beaucoup aussi pour savoir si c'est un bon endroit, parce que si on observe une problématique, l'infrastructure n'est pas nécessairement toujours
génial pour installer ce genre d'outils-là. Mais c'est sûr qu'avec les données, ça va nous donner c'est quoi les vitesses observées, c'est quoi l'affluence, est-ce que ça vaut la peine de le laisser là, est-ce que ça vaut la peine de planifier des opérations répressives qui ensuite vont pouvoir nous permettre de faire d'autres préventions en publiant ça, par exemple, sur nos réseaux sociaux, puis avertir les gens, écoutez, oui, il y a des radars pédagogiques, mais si on observe qu'il y a une problématique, la problématique ne se résorbe pas, on va être là, puis des constats vont être émis. Fait que c'est tous ces outils-là que ça va nous amener, puis ça va nous rendre encore plus efficaces. C'était les nouvelles. Passons maintenant en entrevue avec notre invitée de cette semaine, Mélisa Parenteau, présidente du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. On parle d'affaires à notre entrevue de studio avec Mélisa Parenteau. Bonjour, présidente du RGABL, le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. En fait, c'est quoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas le regroupement, à quoi il sert? C'est quoi sa mission première? En fait, le regroupement des gens d'affaires a été créé pour aider les gens d'affaires, les soutenir le plus possible dans leur création d'entreprise, dans l'aide à tous les niveaux. Donc, on essaie d'être vraiment un partenaire de première échelle. Donc, c'est à nous, on pense, pour toutes sortes d'idées, de partenariats. Là, justement, on est en collaboration avec la Chambre de commerce de Gatineau pour offrir toutes sortes d'avantages encore plus poussés au niveau du mentorat, au niveau des ateliers, au niveau de la formation. Donc, c'est ce qui s'en vient dans notre programmation 2019, entre autres. Et à quel point les entrepreneurs, nouveaux comme peut-être anciens, ont besoin de mentorat? En fait, à tous les niveaux, puisque l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école, ça s'apprend sur le tas, comme on dit beaucoup, parce que il arrive des situations au courant d'une vie d'entrepreneur qu'on n'a pas prévues ou qui n'étaient pas cédulées. Donc, les gens ont besoin d'appui constamment, soit dans la création, l'innovation, de vouloir se démarquer, de créer une image de marque. Donc, à tous les niveaux, on a besoin de... Et puis là, on voit, il y a beaucoup d'activités qui s'organisent. On a vu le tournoi de golf tout récemment. Les 5 à 7 mensuels, oui. À quel point ça peut être intéressant pour les gens de participer à ce 5 à 7 mensuel-là? Bien, en fait, les 5 à 7 mensuels sont là justement pour créer des échanges entre les autres partenaires, entre les autres entrepreneurs, de créer du réseautage. Le 5 à 7 est vraiment pour ça. Donc, on est reçu par une entreprise chaque mois. Cette année, on a créé un coup de cœur mensuel. Donc, c'est soit une personne ou un organisme qui sort de l'ordinaire, qui s'investit de son temps bénévole dans la communauté ici. Donc, ça, c'est très bien d'avoir mis sur pied un petit coup de pouce comme ça, un coup de cœur mensuel. Donc, les 5 à 7 sont là pour réseauter. C'est pas tout le monde. J'entends beaucoup les gens dire « Ah, regroupement des gens d'affaires, je deviens pas membre parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas le temps de sortir de mon entreprise. » Mais ça va au-delà des 5 à 7. Ça, c'est vraiment le bonbon mensuel de se réunir, de jaser, d'échanger. Mais le membership comme tel sert vraiment à investir dans tout ce qui est revitalisation de notre secteur, Masson-Angers, Lange-Gardien, Buckingham. Donc, ça va au-delà du 5 à 7. Et à quel point, justement, il y a des décisions qui se trament encore sur le tournoi de golf, qui se décident, sur le terrain de golf? Combien de décisions peuvent se prendre encore? On a souvent la tendance à dire « Ah, ça se décidera sur le terrain de golf ». Encore, est-ce qu'on a encore cette mentalité-là? Bien, définitivement. Même moi, je veux commencer à apprendre à jouer au golf parce que je me dis tous les gens d'affaires sont sur le terrain de golf. De moins en moins, j'ai su par contre, parce que la nouvelle génération sont moins sur le golf. Mais oui, c'est impressionnant de voir c'est la création de foursome, justement, là, qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là qui est particulière, je te dirais, pour créer des liens et prendre des décisions, soit des échanges d'affaires, des nouvelles idées qui se créent. Et un problème qui touche beaucoup d'entrepreneurs, je pense même possiblement la grande majorité, c'est la pénurie de personnel. Comment vous pouvez aider au RGABL à ce que les gens puissent trouver des employés et les garder aussi? Justement, c'est de créer des partenariats, de la formation des ateliers qui s'en vient avec Emploi Québec, entre autres. On
a eu justement avec le monsieur ministre Boulet des subventions qui sont disponibles pour nous, les entrepreneurs, au niveau soit de l'immigration, au niveau des gens retraités qui veulent revenir au travail, des gens souffrant d'un handicap. Donc, il y a plusieurs idées comme ça qui peuvent aider à pallier à la rareté de main-d'œuvre parce qu'effectivement, on le vit tous. Et puis, cette rareté-là, combien de temps on pense qu'elle peut durer? Justement, j'étais en formation hier avec la Chambre de commerce de Gatineau par rapport à ça, puis ils parlent de 2030, là, ça peut s'échelonner encore longtemps. Ce qui explique, c'est le vieillissement de la population. Donc, il faut vraiment sortir du lot et se serrer les coudes pour trouver des idées, là, de soit devenir un meilleur employeur. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire pour attirer les employés. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Mme Parenteau. Continuez votre belle mission au RGA-BL. Merci. Et nous, on s'en va à la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Cette semaine, on retrouve encore une fois notre chroniqueur culturel, Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour, Sylvain, ça va bien? Ah, ça va très bien. Beaucoup de sujets à parler aujourd'hui. Ça brasse pas mal dans les activités culturelles. Donc, on va commencer par les rendez-vous touristiques. Oui. Rendez-vous touristique, c'est une première en destination dans la MRC Papineau. Le but, c'est de réunir les intervenants touristiques au même endroit, donc au complexe Wissel à Saint-André-Avelin le 5 octobre prochain, pour que les visiteurs, les touristes, le public puissent les rencontrer et réaliser le fort potentiel qu'il y a en Petite Nation. On le sait déjà qu'il y en a un, mais là, de tous les mettre ensemble, on veut créer un wow. Et comment on fait ça? Bien, on offre des ateliers notamment. En plus des gens qui vont être présents dans des kiosques, il y aura notamment des ateliers de chocolat avec Chocomotive, des ateliers de pêche avec Canuck Nature, de clinique. En fait, c'est de la pêche à la mouche. Il va y avoir une initiation de golf et atelier culinaire offert par le Fermont Château Montebello et les brasseurs de Montebello, qui est votre collaborateur Alain Larivière, va être présent aussi pour donner un atelier sur la bière. Et il y aura aussi, on n'oublie pas les enfants, donc il y aura une mini-ferme sur place et il y aura la visite de l'assaut du Festival Western et de Baribal du Parc Oméga. Ce sont 2 mascottes. Et ça se déroule de 10 à 18 heures. Donc, on veut vraiment que les gens vivent une belle expérience, une belle journée et on veut les inciter surtout à revenir après, visiter différents attraits, différentes entreprises du territoire. Et le chanteur Daniel Bertrand qui lance son 2e album. Oui, on s'en va en musique. On change de créneau. Oui, c'est un artiste de Masson-Angers qui a lancé son premier album il y a 3 ans. Il nous arrive avec un 2e album qui s'appelle « Rien ne m'arrête ». Et il est entouré de plusieurs bons musiciens pour cet album, cette réalisation. Et dont Paul Darèche, quand même, qui n'est pas n'importe qui est quand même bien connu. Effectivement. Il a fait la chanson « Je suis né pour aider », qui a composé les paroles et la musique. Et pour le reste des sujets, Daniel Bertrand, il va beaucoup avec son quotidien, un peu son vécu. Donc, il y a une chanson qui s'appelle « Le petit miracle » qui est un hommage à son petit-fils. Sa fille n'était pas supposée avoir d'enfant et finalement, elle en a eu un. Donc, c'est un hommage. Le lancement de l'album va se faire le 18 octobre à Maniwaki et le lendemain à Gatineau. Pour avoir des billets, c'est possible de visiter le site web de Daniel Bertrand. Et donc, on passe aussi en musique avec les 2 frères qui s'en viennent à Montpellier. Oui, un petit concert acoustique intime du côté du Club de golf de Montpellier le 4 octobre prochain. Éric et Sonny Cahouette, dont les 2 frères, ont été surtout connus grâce à leur album « Nous autres » qui ont sorti en 2015. Ils ont sorti après leur 2e album « La route ». Ils travaillent présentement sur un 3e album qui devrait sortir en 2020. Et ils vont offrir un spectacle donc plus intime où chacun va avoir des moments plus solo. C'est un spectacle plus introspectif dans lequel ils vont livrer des témoignages en lien avec les chansons et avec évidemment une touche rock. Donc, le 4 octobre au Club de golf de Montpellier, pour avoir des informations supplémentaires, c'est possible de visiter le site web du Club de golf. Et on continue aussi, Gatineau qui recherche des artistes pour créer un album. Oui, effectivement, c'est la Ville de Gatineau qui offre un programme de lancement d'album. Ils recherchent des auteurs, compositeurs, interprètes. On peut soumettre des candidatures à l'année et, en fait, les récipiendaires vont avoir un lancement d'albums au cabaret La Bazoche. Il y en a environ 4 à 5 par année. Et ça inclut vraiment là, une belle programmation, là. Un beau lancement. Donc, vous pouvez visiter le site web de la Ville de Gatineau pour avoir toutes les informations à ce sujet.
Et l'artiste Colombe qui expose au Café des artistes. Oui, là, on s'en va en peinture. On change. On s'en va dans les arts visuels. Et Colombe, qui est une artiste de maillot qui n'avait pas touché à ses pinceaux depuis 8 ans, a décidé de s'y remettre. Et elle présente donc 19 toiles au Café des artistes de la Lièvre. Sa particularité à Colombe, c'est qu'elle touche tous les sujets. Et elle touche aussi plusieurs sortes de toiles. Donc, il y a même des toiles qui sont conçues sur des raquettes. Donc, c'est à voir du côté des artistes de la Lièvre. Et ce qui lui manquait, c'était de peindre, évidemment, mais aussi de rencontrer les gens et d'obtenir leurs commentaires. Donc, elle a très hâte de rencontrer les visiteurs pour pouvoir parler avec eux de ses créations. Notre exposition, l'exposition automnale de Jean-Yves Guindon. Oui, Jean-Yves Guindon, sa renommée n'est plus à faire. Il est très connu. C'est un artiste de Saint-André-Avelin qui a reçu récemment la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Ce qui est quand même pas rien. En plus de plusieurs autres distinctions qu'il a reçues au cours de sa carrière. Et il y va de l'avant avec sa 7e exposition automnale. On le sait, il en fait une durant l'été, mais depuis 7 ans, il en fait également une durant l'automne. Et ça se déroule du 11 au 14 octobre 2019. On pourra voir ses œuvres, mais également celles de sa conjointe Jeannette, qui fait de la dentelle. Et c'est un endroit très bucolique, très champêtre, donc à visiter. Du 11 au 14 octobre, et pour avoir les informations, vous pouvez visiter le guindonjy.com. Et rapidement, Denis Bordelot, qui aussi expose à Saint-André-Avelin. Oui, au Centre d'action culturelle de Saint-André-Avelin. Et son exposition s'appelle Résilience. Ses œuvres sont conçues sur du carton. C'est en lien avec les bidonvilles. En fait, il veut faire un petit peu une référence. Les bidonvilles, ce n'est pas des quartiers nécessairement très riches. Donc, le carton également n'est pas un matériel très riche. Sauf qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses. On peut sculpter, on peut y coller des choses. Donc, une exposition vraiment originale là, qui se déroule du côté de Saint-André-Avelin. Et ça se déroule jusqu'au 22 novembre. Donc, on a le temps d'y aller amplement. Denis Bordelot, c'est un artiste qui vit et travaille à Québec. Il est détenteur d'un baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval, cumule plusieurs années de pratique. Donc, à voir. Eh bien, merci, Jessie. C'était tout pour la chronique culturelle cette semaine. Nous, on s'en va se sucrer le bec. On termine l'émission avec Alain Larivière. C'est la chronique terroir et cette semaine, on parle de produits de l'érable avec Alain Larivière. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. On parle de produits de l'érable, des produits transformés. D'ailleurs, ce n'est pas juste du sirop d'érable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le sirop d'érable à la base et on en a quelques exemples ici sur la table. Parlons-en un peu, ça vient de où? Ça vient de Ripon, donc c'est la coulée sucrée. C'est Raymond et Judith, c'est des personnages vraiment en or dans la région. Raymond, ça fait longtemps qu'il produit aussi des produits de l'érable et également au niveau du miel. Maintenant, c'est ça. Nous autres, aujourd'hui, j'ai amené des produits d'érable, donc un caramel à l'érable et un beurre à l'érable. Mais ils font plusieurs choses. Ils ont vraiment des confitures. Ils travaillent tout le temps avec des produits locaux aussi, des artisans locaux. Donc, c'est tous des produits faits sur mesure. Et il y a même du miel qui vient d'eux dans ta bière. Oui, absolument. Donc, la bière, la reine du Mont-Vinois, c'est pour ça qu'elle s'appelle le Mont-Vinois. Donc, ça vient de leurs érablières, de leurs ruchers à ce moment-là. Donc, ça fait plusieurs années, ça fait que 4 ans qu'on l'a fait, cette bière-là. Puis c'est vraiment merveilleux. On sait, justement, je l'ai appelée la reine parce qu'on ne sait pas si c'est Judith vraiment qui est la reine ou si c'est l'abeille qui fait la reine du Mont-Vinois, mais ça, on va laisser en suspens. Donc, on lui goûte. Oui, absolument, oui. C'est une bière au miel. Oui, une blonde. Bel arôme. Refermentant au miel. Donc, c'est sûr que c'est pas sucré parce que 85% du miel, c'est des glucides. Donc, les glucides sont transformés en alcool ou en CO2. À ce moment-là, en refermentant en bouteille, on veut juste le CO2 aussi, principalement, pour avoir le gaz carbonique qui est à l'intérieur de ça. Mais ça donne vraiment un bon petit goût. C'est léger. On sent pas pratiquement le miel dans le goût. C'est très léger, très subtil. C'est vraiment plus une bière qui goûte la bière normale, comme une blonde qu'on prendrait. Et puis, je vois sur la table aussi, je vais te laisser prendre ta gorgée, je vois le caramel d'érable. Je vais prendre le pot actuellement. Si je l'ai senti, c'est très bon. Et d'ailleurs, j'ai dit hors d'onde que j'aimerais lui goûter. Donc, on va lui goûter. Parle-moi-en un peu de ce caramel-là. Caramel d'érable, c'est ça. Eux autres, ils ont vraiment des spécialités. Puis on peut faire avec ça, on peut faire toutes les nourritures aussi. La même chose avec la bière aussi. Donc, un saumon cuit dans la bière, c'est merveilleux. C'est vraiment le petit goût de miel qui finit à la fin. Et ça, c'est sûr que c'est un délice. Oui, et je te dirais que
à y goûter. C'est un caramel qui ne goûte pas de caramel standard. On sent beaucoup l'influence du miel au départ et ensuite, en fin de bouche, le caramel vient rechercher le goût du caramel. Vraiment très intéressant. On a aussi le beurre d'érable. Ouais. Donc, c'est un produit qui semble très intéressant aussi, qui doit goûter le miel un peu, hein? Qui doit avoir un petit goût de miel ou un petit fond. Oui, même, je dirais, la tire-éponge, vraiment, le milieu, le sucré de la tire-éponge est vraiment, vraiment merveilleux. Ouais, c'est super bon. Puis, en même temps, avec le beurre d'érable, ils font aussi un pain d'érable. Puis, c'est ça, ils font des présentations comme ça, donc avec une petite râpe. Donc, on peut râper ça sur les desserts. Un peu partout. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment des beaux petits cadeaux à faire en cadeau d'invité. Comment c'est important pour une érablière de transformer ses produits, d'essayer d'aller chercher une plus-value au lieu du simple traditionnel sirop d'érable? Oui, bien, c'est vraiment important. Puis eux autres, ils s'occupent de ça. Puis justement, ils ont vendu les érablières l'année dernière. Donc, ils s'occupent vraiment plus au niveau du miel. Fait que c'est important de transformer ça. Mais ils prennent quand même le sirop d'érable de la région pour le transformer en toutes sortes de choses. Raymond aussi, c'est ça, il fait des petites... il s'en va dans les écoles aussi, des ateliers avec les jeunes. Donc, il va leur parler des abeilles. Il y a même des visites qui peuvent se faire... mais comme il me disait, pas ces temps-ci, parce que les abeilles sont en train de se transformer, essayer de préparer pour l'hiver plutôt. Donc, ils ont d'autres choses à faire que d'avoir des visiteurs sur place. Elle se prépare aussi, elle aussi, à l'hivernation, oui, c'est ça, les abeilles. Oui. Et on parlait de ruches. Il y en a combien de ruches sur son terrain? Là, il y en a 30, il y en a 29 qui ont fonctionné cette année. Comme il disait, là, il y a essayé 2 reines dans la dernière ruche, mais ça n'a pas fonctionné. Les abeilles ont rejeté la reine, donc il a fallu qu'ils mettent les abeilles avec les autres ruches. C'est vraiment important que la reine soit acceptée des autres abeilles, parce que sinon la ruche ne fonctionne pas. Non, c'est ça, absolument, c'est ça. Eh bien, on y a goûté. Et puis, on aimerait aussi demander à d'autres producteurs, s'il y a d'autres producteurs qui sont à l'écoute et qui voudraient faire parler de leurs produits, eh bien, contactez Alain. Oui, absolument. On est prêts. Aidez-nous à mettre les meilleurs produits possibles de la région sur vos tables. Fait que si vous connaissez des producteurs ou des producteurs eux-mêmes, donc à me contacter. Eh bien, j'ai pris seulement qu'une simple gorgée. On termine ça. Oui, absolument. Comme la semaine dernière, hein? Oui, c'est ça. Avec une gorgée. De cette succulente bière. Il me reste quelques secondes pour vous remercier d'avoir été là aujourd'hui à Infomag. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission remplie de reportages. Et puis, c'est tout pour la semaine. Bonne fin de semaine, Alain. Merci. Et en terminant, j'aimerais souhaiter, ainsi que toute l'équipe de la TVC, nos plus sincères condoléances à la famille de Michel Pilote, qui nous a quittés récemment, ancien journaliste de la TVC. Merci, Michel.